Alors pour la conclusion de cette trêve théma consacrée à la gouvernance, je suis très heureuse de recevoir Jean-Pierre Raffarin, Monsieur le Premier ministre. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous tous. Alors vous êtes aujourd'hui président de la Fondation pour la prospective et l'innovation. Et demain, candidat en représentation de la nature. Ça, je pense que je vais être... c'est un bon poste, ça, un bon job. Je vais représenter la nature, monsieur. Vraiment. J'ai des convictions pour ça. Monsieur le Président, si vous avez fait une petite place... Ah oui, ah bah voilà, ouais, la nature vous tire à cœur, explique Patrick Martin. Alors, j'allais vous dire justement, à commencer là-dessus, une réaction sur le dernier débat auquel vous avez assisté. Et j'ai envie de vous poser la même question. L'entreprise peut-elle sauver la démocratie? C'est assez amusant parce qu'à midi, j'avais ce débat-là. J'étais avec une série de fondations où on est très inquiet sur l'évolution de la démocratie, qui d'un côté est un peu attaquée quand même par les régimes autoritaires, très nombreux et très puissants, et puis d'autre part, qui est d'une certaine manière attaquée par ses échecs de l'intérieur, puisque le taux de participation baisse. Et donc être la structure qui défend la participation du citoyen et une participation à laquelle le citoyen ne veut plus participer, il faut quand même s'interroger. Et donc, on a réfléchi à tout ça. Et parmi tous les gens, il y avait le président Bernasconi, ancien président du Conseil économique, social et environnemental, qui justement a fait un rapport sur ce sujet pour montrer qu'il y avait des principes de management qui pouvaient quand même bien aider la démocratie. C'est-à-dire les logiques de légitimité, les logiques de projet, le projet partagé. Et donc, l'entreprise par rapport au système social et politique, l'entreprise... elle n'a pas forcément une légitimité d'intérêt général. Mais elle a un principe d'autorité. Parce que dans l'entreprise, il y a une hiérarchie. Donc, le problème de l'entreprise, c'est que quand elle a défini un certain nombre de choses, il faut qu'elle les fasse partager. Et au fond, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans la logique de l'entreprise aujourd'hui, de faire partager. Car ce n'est pas parce que le politique a de la légitimité initiale qu'au cours de son mandat, il partage vraiment ses objectifs. Et cette logique de l'entreprise où finalement, en permanence, il faut quand même que la machine, pour tourner, partage les objectifs, même si, au fond, c'est un principe d'autorité, plus que, c'est sûr qu'un ministre, il n'est pas autoritaire, il n'a pas l'autorité sur le député. Il faut qu'elle la convainque, le député, s'il veut que le député vote. Mais à partir du moment où on a ces soucis de management, et les entreprises font des travaux créatifs aujourd'hui très importants et beaucoup d'investissements pour faire partager par leurs salariés leurs projets. Et ça, je pense qu'il y a une inspiration très intéressante de l'entreprise pour le politique et le public. Et en plus, bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut être clair là-dessus, on a besoin des sociétés civiles. Et dans la société civile, la puissance, c'est l'entreprise. Et il n'y a pas aujourd'hui de système politique qui vivent, même les régimes autoritaires, ils ont besoin de vivre avec les sociétés civiles. Et donc il faut comprendre que l'entreprise, elle est partenaire, au fond, de la marche d'un pays, comme elle peut être partenaire, naturellement, de la marche de sa région, de son territoire. Je voulais vous emmener sur le sujet du leadership. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé et qui vous tient à cœur. Alors, comment est-ce qu'on peut définir le leadership? Qu'est-ce qui fait un leader? Je vous laisse boire un peu si vous c'est gentil. On va prendre 3 minutes, il n'y a pas de problème. Je vous raconte juste une petite histoire sur la société civile et sur le système d'entreprise. Je viens d'être élu président de la région Poitou-Charentes. J'ai 40 ans, l'avenir est devant moi. Je suis heureux comme tout. Et figurez-vous que ce jour-là, ou presque après, 2-3 jours après, une entreprise américaine nous annonce qu'ils viennent de créer 400 emplois à Rochefort, dans la région Poitou-Charentes, en Charente-Maritime. 400 emplois américains qui viennent, c'était au début des années 90, créer des emplois, c'était vraiment le Graal. Et donc, grosse cérémonie pour célébrer ces 400 emplois sur la zone des libertés de Rochefort, dans une zone industrielle importante. Et là,
naturellement, comme c'est fait, on est tous rassemblés, départements, régions, l'État, tout est là. On a même fait venir un ministre parce que c'était trop important pour que ça restait à notre seul niveau. Les ministres seuls représentent les grands niveaux dans notre pays. Donc, nous avons un ministre qui était Philippe Marchand, ministre de l'Intérieur, élu de Saintonge. Et donc le maire prend avec son écharpe la parole pour expliquer que grâce à la dynamique municipale, grâce aux services, on a réussi à répondre à toutes les aspirations, les VRD, tout ça, d'une entreprise, et ils sont venus ici parce qu'ils ont trouvé tous les services. Sur ce, le président du département est arrivé pour expliquer, grâce à l'agence économique départementale, on a su faire valoriser nos dossiers de Charente-Maritime, en Poitou-Charentes, en France, en Europe, sur ce continent atlantique. Sur ce, le président de la région est arrivé. Là-bas, aux États-Unis, au Texas, ils savent que la formation professionnelle, c'est en Poitou-Charentes que la politique est la meilleure. Et qu'ils savent là-bas que c'est la politique de formation professionnelle de la région Poitou-Charentes qui aujourd'hui attire cette entreprise qui traverse l'Atlantique, qui vient du Texas, ici en Poitou-Charentes, et à Rochefort, dans Charente-Maritime, sur cette belle cité de la liberté. Et puis, comme c'était fait, on invite le ministre à prendre la parole. Grâce à nos ambassadeurs, grâce à la diplomatie de la France, grâce aux performances, ils savent que c'est la France qui est le pays attractif, là-bas. Et nous avons 400 emplois aujourd'hui. Vous voyez qu'on peut être fier, hisser les drapeaux, et allons prendre le Pinot d'honneur, qui est notre boisson locale, et on va prendre le Pinot d'honneur tranquille pour aller fêter ça. Quand le chef d'entreprise lève le doigt et dit « Est-ce que je pourrais vous remercier ?» Bien sûr, on avait oublié ça, mais c'est un détail. Bon. Et donc, on le fait venir, et il monte à la tribune, et dans un français impeccable, « Si vous saviez le bonheur qu'est le mien de créer 400 emplois dans ma ville natale. » Ce jour-là, j'ai compris ce qu'était la société civile, et je commence à me méfier parfois du politique. Donc, vous me demandiez la définition du leadership. Le leadership, pour moi, un leader, c'est une personne, c'est humain, une personne qui incarne. Aujourd'hui, si vous n'incarnez pas, vous ne représentez rien. Une personne qui incarne une force motrice, car il faut une force. Il n'y a pas de leader sans force. Et il n'y a pas de leader capable d'entraîner les autres. Une personne qui incarne une force motrice, capable de rendre compatible une destination et un chemin, une vision et un programme, une vision et une action. C'est ça le leader. Le leader, ce n'est pas l'homme possédé par une vision. Tous les utopistes ont des visions. Ce n'est pas celui qui est obsédé par le chemin. Tous les pragmatiques ont un chemin. C'est celui qui a une vision et qui a le chemin pour atteindre sa vision. C'est ça le leader. Vous emmenez les gens que si vous avez une vision. Mais si les gens veulent vous suivre, ils ont besoin de croire dans votre chemin. C'est ça la qualité du leader. Donc, il y en a qui diraient en même temps, destination avion. Bon, ça, c'est un peu à la mode, mais au fond, c'est quand même ça. C'est que savoir on va. La dernière phrase d'Hernani de Victor Hugo, une force qui va et qui sait où elle va. Voilà ce qu'est le leader. Le leader, il sait où on va. Et s'il ne sait pas, il interroge tout ça. Mais il a une perspective, il a la capacité d'incarner lui-même. Il est la force. Il est cette force motrice qui va rendre compatible la destination auquel tout le monde adhère et le chemin dont il est le professionnel. Vous êtes un leader politique. Alors, est-ce qu'il y a des points communs et des différences entre un leader politique et un dirigeant d'entreprise? Ou peut-être posé autrement, est-ce que diriger un pays et diriger une entreprise, c'est un peu la même chose? C'est pas vraiment la même chose. Il faut se méfier. Vous savez, quand j'étais Premier ministre, je dis à Chirac, il faut que j'aille au congrès du MEDEF parce que j'ai un vrai projet de modernisation de la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, ça se fait avec les entreprises. C'est eux qui payent, c'est eux qui en ont besoin. On ne va pas concevoir un truc de formation professionnelle sans eux. Donc j'ai un beau projet, je veux aller au congrès. N'y va pas. Ne va pas au congrès du MEDEF. Monsieur le Président, on ne fait pas une réforme de formation professionnelle sans les entreprises. N'y va pas. Tu veux y aller? Tu peux y aller. Tu perdras 5 points dans les sondages. N'y va pas. Et donc, Monsieur le Président, et là, c'est la première fois, je résiste au Président, il dit, je vais, c'était au congrès de Tours,
je vais au congrès du MEDEF. Et là, je présente mon programme de réforme de formation professionnelle. Les entreprises sont d'accord, il y a des choses à corriger, on corrige, on travaille bien, d'abord en petits groupes, puis en assemblée plénière, tout ça se passe très bien. Vraiment, je suis très content du retour et je vais voir le président après. Et je dis, ça y est, monsieur le président, on a un texte qui va passer au Parlement et qui va bien aux entreprises et qui va réformer la formation professionnelle. Il me dit, oui, mais tu as perdu 5 points, regarde. J'avais en effet perdu 5 points. Donc, le monde entrepreneurial, les gens aiment bien leurs patrons, ils aiment bien les entreprises, mais les patrons et le monde patronal, c'est autre chose. Et il faut se méfier un peu de ça. Et au fond, il y a des raisons pour ça. La politique, on voit bien, les députés, ils n'ont jamais vraiment aimé les chambres de commerce qui, dans leur département, sont un peu économiques, un peu politiques, un peu établissement public de temps en temps, représentant des entreprises de l'autre côté. Donc on voit bien que les chambres de commerce ont souffert beaucoup parce qu'elles ont été un peu attaquées. Le politique, il est un peu malicieux sur ces questions-là. Et donc, c'est pas si facile. Il faut bien comprendre, d'ailleurs, parce que l'entrepreneur, il est dans une logique de parcours. S'il a 40% de part de marché qui veut aller à 50, il va passer par 45, par 48, par 49, par 50. Nous, c'est 50% un certain dimanche entre 8h et 20h. C'est pas la veille, c'est pas le lendemain. Nous, on a une logique de rendez-vous, là. Stock. Il faut se prendre l'opinion le bon moment. Hein. Giscard, il gagne 3 mois avant, il gagne 3 mois après, mais pendant le 10 mai, il perd. Donc, très important. Vous êtes dans des logiques de parcours, de réalité. Nous sommes dans des logiques souvent de rendez-vous. Très souvent, on voit des incompréhensions sur des interventions télévisées. Parce que le spectateur qui est devant la télé, il dit « je vote ce soir, je suis pour, je suis contre ». Mais pour le politique qui parle, c'est parce que pense le citoyen aujourd'hui qui compte. C'est qu'est-ce qu'il va penser dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 2 ans. Donc il y a cette dialectique qui est quand même assez différente. Et je crois que les mondes font semblant de bien s'entendre, mais ne s'entendent pas si bien que ça, au fond. Et il y a beaucoup de travail à faire, parce qu'aujourd'hui, il y a un fait nouveau. C'est qu'il n'y a plus de société sans société civile. Et les sociétés civiles, c'est les entreprises qui sont le vrai moteur. Et aujourd'hui, on ne gouverne pas un pays sans société civile. Quand vous voyez, vous parliez beaucoup d'environnement, et donc de cette dynamique-là qui est quand même très importante. Aujourd'hui, on a des guerres partout, on est très inquiet, on a un monde bouleversé, et pourtant, il y a un consensus dans la jeunesse du monde entier. La planétisation de la conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, défendre l'humanité, c'est défendre la planète. Et ça, c'est vrai chez le jeune chinois, chez le jeune américain, chez le jeune indien, c'est partout. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Un consensus mondial sur quelque chose. Et on voit bien que c'est quand même intéressant. Et on voit bien que, finalement, ces sociétés civiles vont prendre de plus en plus d'importance parce que le politique perd de son influence, parce que les réseaux sociaux, tout le monde est journaliste, tout le monde communique comme il veut, pouvoir très dispersé, tout ça. Donc, les sociétés civiles, le pragmatisme, les résultats, le développement, ce qui aujourd'hui est au fond le cœur de métier des entreprises, prend de l'importance de plus en plus. Donc, je crois que cette idée qu'on avait d'un monde économique qui était en fait une sorte de monde parapolitique, c'est fini. Aujourd'hui, ce sont des entreprises, acteurs de la vie sociale, et que ces entreprises-là, aujourd'hui, sont des éléments très importants, parfois plus importants que les décisions politiques, parce que c'est la vie concrète des gens, et c'est l'endroit où se fait la cohésion sociale. On a besoin de cohésion sociale dans l'entreprise. Il y a un certain nombre de difficultés par moment, bien sûr, mais au total, c'est quand même le lieu de la cohésion sociale. C'est le lieu où tout le monde se rencontre pour des objectifs communs. Et l'entreprise est une cellule un peu plus républicaine quelquefois que ne l'est la politique. Parce que justement, la République, c'est d'abord la cohésion sociale. C'est tous ensemble sur un objectif commun. Et finalement, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de PME qui sont dans cette logique-là. Et je crois qu'on voit des ingénieurs avec des ouvriers, on voit des blancs avec des noirs, on voit un certain nombre de gens complètement métissés. L'entreprise est le lieu de la cohésion sociale. Il n'y a pas de politique sans cohésion sociale. Donc je crois qu'il faut voir les évolutions telles qu'elles sont. Justement, cette évolution, est-ce que ça veut dire que le leader d'aujourd'hui est différent de ce qu'il était ?
Ah, je crois que le leader d'aujourd'hui doit être très différent de ce qu'il était. D'abord, moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, on était dans une période de communication. Jacques Séguéla régnait partout, la pub, les moyens forts de communication, et c'était tapis, et c'était un monde où on y allait avec la communication. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une société de communication. Nous sommes dans une société de polémique. C'est-à-dire que tout le monde s'exprime, que tout le monde peut être contre tout, et que finalement, on a, dès le jour où on dit quelque chose, on a autant de supporters que d'adversaires. Donc, de mon temps, de ce point de vue-là, il fallait une sorte d'attitude offensive. Aujourd'hui, je crois que la règle, c'est la sobriété. Aujourd'hui, c'est de ne pas être dans les polémiques, c'est d'être sobre sur ses objectifs, ne pas aller trop chercher la lumière de manière inutile. On va chercher la lumière quand c'est très utile, mais autrement, chercher la lumière simplement pour l'ego, pour ceci ou pour cela, c'est se prendre des phénomènes de retour très négatifs. Donc je crois que ça a changé. Je crois qu'aujourd'hui, la règle de la communication, c'est la sobriété. Ne parler que quand on a quelque chose à dire. Veiller à ce que, quand on dit quelque chose, on est assez solide sur ce qu'on dit. Celui qui fait un peu de la frime et tout ça, ça lui reviendra dans le nez tout de suite. Donc on est dans un monde qui est quand même aujourd'hui un monde d'observation, de grande transparence, des chaînes d'information qui font qui cherchent à monter en actualité un certain nombre de choses, et au total, tous les jours, il faut qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 personnes qui sont livrées à la pâture commune avec des attaques. Donc vous êtes patron d'une grande entreprise. La première des choses, c'est éviter d'être l'objet de toutes ces polémiques à un moment ou à un autre, des choses qui vous dépassent. Quelquefois, vous y êtes strictement pour rien. C'est simplement que vous êtes dans un enjeu, représentant d'un des enjeux, et donc vous devenez représentant d'une cause qui est combattue, pour laquelle vous n'avez pas personnellement forcément beaucoup d'intérêt ou beaucoup de passion. Donc je crois que le monde change beaucoup, et qu'aujourd'hui, on devient plus pragmatique, moins idéologique, et que la sobriété, la politique des résultats, la politique concrète, tout ça, je pense que c'est quand même des valeurs. On est en train de devenir moins idéologique pour devenir plus pragmatique. Et je pense que vouloir faire des grands discours aujourd'hui qui donnent des leçons un peu à tout le monde, ça devient très dangereux. Si on se projette un cran plus loin, comment devra-t-on diriger demain ? Moi, je pense que il faut être dans l'air du temps. Et donc, il faut bien sentir ce qu'il y a autour de soi et bien comprendre ce qu'il y a autour de soi. Pour moi, il y a 3 valeurs montantes de la société à l'extérieur de l'entreprise que l'entreprise doit intégrer. La première des valeurs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la planétisation. J'appelle ça comme ça, mais je pense que quand moi j'ai commencé la politique, la planète n'était pas du tout un objet politique. Aujourd'hui, la planète est un objet politique, et ça, partout dans le monde. Et donc, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il faut être intégré à ces mouvements-là, qui sont des mouvements, peut-être la forme moderne de l'humanisme. Autrefois, on défendait l'humanisme parce qu'on voulait défendre l'humanité. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas d'avenir pour l'humanité si la planète n'est pas défendue. Et donc la protection de la planète, la planétisation, c'est une conscience qu'il faut avoir. La conscience de la planète, ça je pense que c'est quand même très important. Et quand on agit, il faut que toujours on pose la question par rapport à la planète. Ça, c'est un axe de société auquel il faut être très attentif. Le deuxième axe qui est très important, je pense, c'est en effet le leadership. C'est qu'à un moment ou à un autre, il faut incarner. Pourquoi incarner ? Parce que l'incarnation, c'est comme ça qu'on passe du complexe à la simplification. La difficulté que nous avons, nous démocrates, par rapport au régime autoritaire, c'est que notre système, il est complexe. Nous sommes des gens de nuances, nous sommes des gens de diversité, nous sommes des gens qui veulent accepter un certain nombre de choses, mais en même temps qui peuvent être tolérants vis-à-vis du contraire. Donc on a cette situation où finalement nous sommes porteurs, comme l'est la démocratie, de la complexité. Sauf que les électeurs, le jour des votes, ils veulent de la simplification. Donc on est identifié à un modèle complexe avec des exigences de simplification. Un des moyens de résoudre la complexité, c'est de l'incarner. Parce qu'une personne humaine, par définition, elle est complexe.
un patron, il peut incarner son directeur de marketing et incarner son directeur financier, les deux étant en très grande bagarre, ne se supportant pas, ne pouvant pas, mais le patron les incarne tous les deux et peut parler en leur nom et les incarne. Le jour où le patron n'est plus là, les deux se battront. Mais pendant qu'il est là, il incarne une complexité. Ils sont des logiques, ils ont la confiance du patron. Les deux ont une bonne relation avec le patron, même si les deux, entre eux, n'ont pas forcément une bonne relation. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est bien de mesurer cette logique-là, où il faut des patrons, il faut des leaders qui entraînent, Aujourd'hui, on voit bien, par exemple, l'Union européenne est en déficit de leadership. Et on a besoin de gens qui conduisent les autres, qui emmènent les autres, qui associent les autres, qui participent. Donc je pense que la planétisation, ça fait partie de la société. Je pense que le leadership, c'est très important. Et donc je pense qu'il faut, pour un leader quel qu'il soit, c'est aussi de générer les leaders d'après. Une des actions intéressantes en ce moment, nous allons voir ce que ça va devenir. Mais le président Macron, qui ne se représente pas, qui est donc dans une situation assez difficile, puisque c'est très difficile de gérer un Parlement quand on ne se représente pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus le chef de guerre de la bataille d'après. Et donc les gens vont chercher un autre chef de guerre. Et donc, s'il nomme un jeune Premier ministre, il essaie de donner un avenir à sa propre famille politique. Donc le leadership, c'est aussi essayer de créer les leaders de demain. Et donc de faire en sorte que, après moi, ce n'est pas le déluge. Donc ça, c'est un élément très important. Et puis, dernier élément très, très important aussi de la société, c'est donc ce qui aujourd'hui est le moteur de la société, qui est la société civile, que sont les femmes, les jeunes, toutes ces forces actives qui pèsent dans la société de plus en plus et qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre, qu'il faut essayer de soutenir, développer avec les associations, avec un certain nombre de sujets. Il faut être connecté à la société civile. Parce que la société politique n'est plus la seule représentante de la collectivité. Les gens ne se reconnaissent pas dans la société politique. Voyons bien les choses. Et ça, c'est pas vrai en France, c'est vrai partout. Aujourd'hui, je discutais ce matin avec des Japonais, des Coréens du Sud, il y avait l'Afrique, l'Amérique latine, l'Afrique, tout ça. On voit bien que partout, le politique, aujourd'hui, a des problèmes avec l'opinion publique. Le politique n'apparaît pas, je dirais, le représentant parfait de la société et que telle qu'elle est. Et donc, aujourd'hui, il faut aller chercher dans la société un certain nombre de représentants qui ne prétendent pas forcément représenter tout le monde, mais qui représentent des causes qu'il faut savoir associer. Donc, je pense qu'un leader aujourd'hui, c'est un leader qui sait, pour son propre projet, avec ses propres followers, qui sait articuler sa vision et son action, et que jamais on peut mettre en contradiction l'action et la vision et l'action. Et je pense que c'est un élément très important de la situation actuelle. Vous voyez, d'ailleurs, je crois que le Premier ministre a compris ça, parce que dans le discours de politique générale, c'est la première fois que je vois quand même quelqu'un qui ne fait pas d'idéologie en disant ces grands objectifs, on va faire la réforme des retraites, on va faire des grands sujets, mais qui donne des choses qui sont significatives d'une logique d'autorité. Et beaucoup de gens n'ont pas de rendez-vous chez le médecin. Le fait qu'il dit quand vous n'avez pas, celui qui a pris un rendez-vous chez le médecin qui n'y va pas devra le payer, phase très technique, tout ça, dans le concret. Mais que tout le monde comprend. Hein, et c'est ce pragmatisme-là qui est aujourd'hui un peu le langage des leaders. On est en train de sortir progressivement d'une société idéologique. On était dans une société très idéologique. Il y avait le marxisme qui était très important, y compris dans l'éducation nationale, il l'est encore. On est dans un certain nombre de secteurs où on était très... Le libéralisme assez intégral, bon, de part et d'autre, il y avait... Aujourd'hui, le pragmatisme est en train d'arriver, mais le pragmatisme, il fait peur aux gens qui veulent quand même avoir ou du spirituel, ou en tout cas de la proximité, ou du respect de la société. Et ça se trouve dans la société civile, en respectant des gens, en faisant confiance à des forces sociales et en étant ouvert. C'est-à-dire que je ne crois plus qu'on peut gouverner une entreprise en étant enfermé dans l'entreprise. Il faut naturellement gérer les objectifs de l'entreprise, tracer la vision de l'entreprise, tracer le programme d'action de l'entreprise, mais tenir compte de ce qui est autour de l'entreprise et faire en sorte que l'entreprise soit compatible avec son environnement. C'est, je crois, la meilleure technique pour être un leader. Le leadership, il faut le partager. Parce que le leadership n'est pas une valeur en soi.
Le leadership de M. Poutine n'est pas aujourd'hui estimable. Moi, je connais Poutine depuis très longtemps, je l'ai vu avec Chirac dans de multiples occasions. Il y a beaucoup de dérives dans le leadership. Mitterrand disait déjà, l'exercice solitaire du pouvoir, c'est une dérive du leadership. Le manichéisme, les bons sont avec moi, les mauvais sont contre moi. Le manichéisme, il y a beaucoup de dérives du leadership. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien avec le populisme, la radicalisation. Le populisme, par rapport aux démocrates. Le démocrate, il cherche à rassembler. Le populiste, il cherche à radicaliser. Ce qui compte pour M. Trump, ce n'est pas d'avoir 51%. C'est d'avoir 18, 15% de gens, mais des gens qui vont le suivre jusqu'au bout. Même s'il leur dit que c'est avec l'eau de Javel qu'on va guérir le Covid, il faut qu'ils suivent. Et s'ils suivent, ça veut dire qu'ils sont radicalisés et qu'ils sont prêts à aller au Capitole, que si je vais au Capitole, et qu'ils sont prêts à aller partout. La radicalisation, ce n'est pas le rassemblement. Et donc, la dialectique aujourd'hui, c'est ceux qui sont pour un rassemblement. Ah, j'ai 49%, je voudrais avoir 51%, donc je vais tendre la main à X ou Y, je vais élargir. Il y a un peu d'écolo, là, le représentant de la nature, là, je vais essayer d'aller le chercher. Donc là, je suis républicain, tout ça. Et puis le jour où je suis républicain, je dis, vive les paysans, et que vous êtes en train de faire crever les paysans avec votre logique de la nature, là, tout ça. Bon. Donc, bon, je suis capable de prendre un thème ou l'autre, mais on voit bien que c'est ça le débat aujourd'hui. Donc, ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est que pour les leaders notamment entrepreneuriaux, dont la société a besoin, ces leaders entrepreneuriaux, ils ont naturellement la logique de leur entreprise à gérer, d'abord et avant tout, mais il faut aussi qu'ils soient compatibles avec l'état de la société environnante. En guise de conclusion, puisqu'on a nous aussi dépassé le timer, vous avez évoqué notre nouveau Premier ministre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être Premier ministre comme on l'était en 2002-2005 ? Non, pas du tout. Le monde est en train de changer. Et bon, peut-être qu'il faudrait qu'il change aussi. Un peu. Pas forcément lui, mais la hiérarchie au-dessus. Non, ils sont tous très intelligents, mais c'est très, très intelligent. Ils sont tous très intelligents. C'est très intelligent de nommer un Premier ministre pour assurer l'avenir de la Macronie. C'est moins intelligent de faire le discours de politique générale 15 jours avant dans une conférence de presse et de lui enlever un certain nombre de billes. Moi, j'aime le président Macron, il est très bien. Enfin, je dis ce que je pense. D'ancien Premier ministre, ancien, ça veut dire libre. Donc, un président, c'est pas fait pour couper les ailes du mec qui l'a nommé. Dans les entreprises, vous nommez quelqu'un, vous essayez d'aider à réussir. Donc, je pense que là, il faut quand même voir qu'il y a quand même un certain nombre de changements. Je ne crois pas qu'on puisse gouverner, par exemple, sans parti. Je ne sais pas si vous connaissez le nom du parti majoritaire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le leader de ce parti. Le parti s'appelle Renaissance et le leader, il s'appelle Séjourné. Précédemment, les leaders de parti que vous avez connus s'appelaient Chirac, Mitterrand, Pasqua, Gaudin, enfin un certain nombre de gens qui étaient des gens qui pesaient dans la République. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti. On peut gagner sans parti, mais on ne peut pas gouverner sans parti. Un président, ça doit être protégé. Le président, il ne doit pas prendre tous les coups. Il y a des gens, le Premier ministre, c'est le premier airbag, mais un patron de parti peut aussi être un airbag. Et puis, il y a la ressource humaine. Il faut qu'on ait 4, 5, 6 premiers ministres possibles. Il faut qu'on ait 3, 4 ministres de l'Intérieur possibles. Il faut qu'on ait une dizaine de ministres de l'Économie et des Finances possibles. Donc il faut de la ressource humaine. Donc il faut avoir auprès de soi cette patte humaine qui va vous aider. Donc précédemment, on n'était pas dans ces situations-là. Moi, je me souviens quand le jeudi soir, je faisais avec quelques collaborateurs le casting de ceux qui iraient s'exprimer dans les médias, dans les fêtes de la Rose, dans les grands jurys de ceci, les grands rendez-vous de cela. La radio, j'avais 45 leaders. Aujourd'hui, ils en ont 3-4. Donc la ressource humaine, c'est quand même très, très important. Alors, le monde change beaucoup. C'est sûr qu'un Premier ministre, comme on l'a vu, d'ailleurs, il a réussi à prendre un ton très nouveau. Et c'est sûr que plutôt que de faire de l'idéologie, il a fait ce pragmatisme. Et donc ça je trouve qu'il est dans son air du temps. Et je suis tout à fait d'accord qu'il épouse son temps. Ça, c'est très bien. Mais il faut qu'il sache se protéger aussi. Il faut qu'il sache aussi faire en sorte qu'avec le président de la République, des relations apaisées puissent exister. Il faut vraiment
qui soit en articulation. Moi, le meilleur moment de ma semaine quand j'étais Premier ministre, c'est quand j'entrais dans le bureau le mercredi matin de Jacques Chirac. En fait, un bon patron, vous connaissez ça mieux que moi, Président, mais le bon patron, c'est celui qui aide ses collaborateurs à réussir. Ce n'est pas celui qui est jaloux de ses collaborateurs. Et moi, quand j'arrivais avec Chirac, il me disait quels sont tes soucis. Moi, je venais avec mes problèmes. Et je résolvais mes problèmes avec Chirac. Et puis après, je repartais plus fort que je n'étais entré dans son bureau. C'est ça, le bon patron. Donc, il ne faut pas créer de rivalité, il faut pas créer... Donc, je pense que le système actuel, il a beaucoup d'avantages. Il correspond à la société. Il a un talent fou, le nouveau Premier ministre. Vous savez, moi, je suis un vieux professionnel quand même. Hein. Donc, je regarde ça. J'ai vu le saucisson quand il était avec les agriculteurs. Je vois la différence entre le techno et le politique. Vous présentez une assiette de saucisson. Le techno, il prend son saucisson, il le mange, il dit très très bon. Le politique, il prend l'assiette, il va la distribuer à tout le monde. Bon, eh ben c'est ce qu'a fait Attal. Quand vous voyez un Premier ministre qui fait ça, vous dites, il est moins arrogant que les autres. Et déjà, il a conscience de ce que sont les autres. Comme disent les jeunes aujourd'hui, il calcule les autres. Bon, c'est déjà pas mal, parce que c'est l'essentiel de la fonction, calculer les autres. Donc, en résumé, moi, je pense que le monde est en train de changer. Regardez nos débats de société, regardez nos médias, regardez beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont à faire, parce qu'il y avait dans l'ancien monde un certain nombre de qualités qu'il ne faudrait pas oublier. Et je pense, par exemple, que l'éducation est très importante, que l'éducation qu'on voulait renforcer sur l'éducation civique, on voit qu'aujourd'hui, il faut être civique, mais par exemple, il faut apprendre aux jeunes aujourd'hui à avoir du discernement sur l'information par rapport à toutes les fake news, par rapport à toutes les manipulations auxquelles on assiste. Donc, il y a un gros travail à faire, mais globalement, le monde change et il faut aussi laisser cette génération qui arrive prendre ses responsabilités. Au fond, notre société, nos histoires, de millénaire en millénaire, on avance parce que les générations nouvelles règlent des problèmes que les générations d'avant n'ont pas su régler. Donc, il faut aussi avoir confiance dans l'évolution des choses. Et donc, quand je vois un jeune de 34 ans aujourd'hui qui annonce son orientation sexuelle de manière paisible à l'Assemblée, comme ça, je me dis au total, on est dans une démocratie qui peut être apaisée et c'est pas plus mal comme ça. Et que finalement, aujourd'hui, c'est bien d'être en correspondance avec la société. Mais pour ça, il faut faire en sorte que toutes les générations trouvent un peu leur place. Mais pour le moment, je pense que nous sommes dans une phase de changement. Nous sommes dans une phase de changement important, qui n'est pas seulement la politique, qui est la société. Et donc, accompagnons ces changements et essayons de faire en sorte que l'expérience, ça ne soit pas un handicap, mais plutôt une qualité qu'il faut écouter. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.